créé il y a 10 ans maintenant par l'ADEME et une association professionnelle de bureaux d'études, en tout cas en conseil climat, qui est la PCC. Et notre mission et notre raison d'être historique, c'était de porter et de diffuser la méthodologie du bilan carbone, qui, je pense que vous avez tous entendu parler, en fait, qui aujourd'hui est devenu dans le langage courant le sujet des inventaires d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle des territoires, de l'individu, des entreprises, etc. Donc ça, c'est notre mission principale. On fait de la formation, de l'accompagnement, et depuis quelques années, on porte aussi d'autres projets plutôt dits d'intérêt général sur de l'animation, de la sensibilisation du plus grand nombre. Et peut-être je cite un projet qui peut vous intéresser en sortie de petit déjeuner. C'est un projet qui fonctionne plutôt bien, c'est qu'on a créé avec l'ADEME Le Geste Climat, qui est une plateforme dédiée à la comptabilité carbone du citoyen et qui permet aussi la mise en place d'actions individualisées. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez aller plus loin sur la thématique alimentation et autres, de vous connecter là-dessus. Et donc, je ne sais pas si il y a quelque chose. Oui, j'ai dit l'essentiel. Je pense que le plus intéressant, c'est de laisser la place au sujet. Donc vous avez, n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Et je vais devoir, comme tout délégué général, m'éclipser parce que j'ai une petite réunion entre temps, mais je vais revenir vers 10h30. Donc je vous souhaite une bonne réunion. Merci Damien. Je vais, avant de laisser la parole aux intervenants, je vais prendre 5 minutes de votre temps pour essayer de contextualiser un peu les enjeux de l'alimentation, notamment les enjeux GES. Donc GES, la ligne de gaz à effet de serre. Les émissions de l'agriculture se divisent surtout en deux grandes catégories, l'élevage et l'agriculture. L'élevage notamment par les émissions de méthane liées à la fermentation entérique, c'est-à-dire la digestion des ruminants, et aussi les effluents d'élevage. On a évidemment le protoxyde d'azote aussi, qui représente quasiment 40% de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, il y a des ordres de grandeur, des pouillèmes qui varient, mais voilà, les ordres de grandeur restent les mêmes. Et c'est notamment les engrais azotés, tous ces effluents aussi d'élevage et la pisciculture. Puis enfin, on a vraiment le CO2 classique qu'on connaît lié à la consommation d'énergie sur une exploitation. Donc du carburant qu'on met dans un tracteur, le chauffage des bâtiments agricoles, des serres, toutes ces choses-là. Après, on peut essayer d'extrapoler et d'aller plus loin, d'élargir en raisonnant sur la chaîne de valeur. Pour caricaturer, c'est un peu du champ à l'assiette. Du moment où l'industrie produit le produit phytosanitaire jusqu'au moment où on se déplace pour acheter et on fait tourner les poêles pour chauffer et cuire nos aliments, et bien ça serait quasiment, donc il ne faut pas retenir les chiffres exacts en millions de tonnes de CO2, mais en tout cas ça représenterait 25% de l'empreinte carbone des ménages. Alors ici, petite subtilité, la première on raisonne dans une approche d'inventaire, dans l'autre on raisonne dans une approche d'empreinte, on pourra discuter ce que ça signifie a posteriori. Mais en tout cas, on peut élargir ce constat et le ramener dans le monde. Dans le secteur alimentaire, aussi, si on prend l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est quasiment 28% des émissions de GES mondiales, 13,8 gigatonnes. On a franchi un palier de 1000. 13,8 sur autour de 50-55 gigatonnes dans le monde. Et surtout, on se retrouve à constater que parmi ces émissions, les émissions liées à la consommation de viande, donc qui va de l'utilisation du sol pour l'élevage, la production des céréales pour nourrir le cheptel, l'élevage en lui-même, c'est 62% des émissions de cette consommation alimentaire mondiale. Surtout, et il faut aussi ramener ça, c'est déjà énorme, mais c'est surtout poussé par des modes de vie occidentaux qui, eux, ont une très grande consommation de viande vis-à-vis d'autres pays, d'autres régions du monde avec des régimes beaucoup plus végétales. On a aussi une agriculture fortement exportatrice. Donc j'avais compris les chiffres d'un rapport de Solagro After qui expliquait qu'on était le 5e exportateur mondial, donc qui faisait une moyenne sur les chiffres de 2007 à 2011. Là encore, on ne va pas chercher à retenir tous les chiffres, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait vraiment un
très gros delta entre les exportations, autour de 60 millions, et les importations autour de 30. La dynamique se poursuit en 2019, si on va voir sur les chiffres de la FAO, donc la Food and Agriculture Organization, et on voit que en fait, la majorité des exportations, c'est des céréales. Donc ça pose une question sur à quel point on exporte. On ne produit pas pour se nourrir, mais pour exporter, et à l'inverse, on a aussi des très fortes importations avec des stars de nos étals qui sont très souvent importées. Donc à droite, vous avez un diagramme qui sort d'un rapport de l'IDRI, et on a la part en pointillé des produits, la part importée de certains produits. Donc on voit pour la tomate, le melon et les fraises qui sont vraiment les stars des étals sur la période estivale. Il y a la moitié qui est importée. D'ailleurs, l'orange, on voit que si c'est la même chose, et il faudrait du jus d'orange. On ne peut pas. Il se pose une question de est-ce qu'on doit vraiment tout produire de manière autosuffisante? C'est vraiment une question à plus large échelle. Pour continuer sur les objectifs du secteur, vous êtes peut-être déjà tous familiers avec la stratégie nationale bas carbone. Donc cette stratégie nationale, c'est la réponse suite à la signature de l'accord de Paris, la réponse française pour justement respecter l'objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés. On va plus parler de 1,5 suite au dernier rapport du GIEC en août. Mais en tout cas, vous avez à droite donc cette stratégie nationale bas carbone, elle résonne par budget, donc par petite échelle de temps sur lequel on s'autorise des émissions de gaz à effet de serre. On voit que le deuxième budget carbone, le grand histogramme à gauche, c'est le 2019-2023. On a en orange, c'est l'agriculture, 82 millions de tonnes de CO2 équivalent qui sont émis. Et on voit en fait qu'en 2050, on est censé passer à 48 millions de tonnes. Donc c'est déjà une réduction très forte. Ça signifie beaucoup de choses sur la transformation du secteur agricole, de la consommation des carburants, la réduction d'engrais chimiques, la réduction de la taille des déchets de pelle, et surtout aussi, si on pense global, encore à échelle de l'Europe, vous voyez bien que tous les autres secteurs, que ce soit l'industrie qui permet de produire certains engrais, c'est le bleu, et qui doit quasiment réduire d'un facteur 10. Le violet qui est les transports, ça suppose tout simplement la décarbonation complète des transports, donc c'est quand même quelque chose de très très fort, et en tout cas on voit que on fait un choix fort, enfin, qui est essentiel et vital, c'est que le seul secteur un peu autorisé à émettre, ce sera l'agriculture. Se nourrir, c'est essentiel avant même de se déplacer, surtout de se déplacer. Et très rapidement, j'essaie de tenir les délais, on a un corollaire de l'agriculture, c'est évidemment la façon dont on se nourrit. Je pense que peut-être beaucoup de gens ici sont familiers avec le fait que l'empreinte carbone de notre alimentation est corrélée avec la façon dont on consomme de la viande et dans une moindre mesure des produits laitiers. Donc on sort souvent un chiffre qui est repris d'infographie de l'ADEME qui est qu'un kilo de viande émet 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilo de céréales. En tout cas, en dessous, vous avez un graphique qui reprend des chiffres d'Agrivalise. Donc Agrivalise, c'est une base de données d'études ACV sur l'impact des produits alimentaires. Et donc, notamment, je laisserai la parole à Shafik qui expliquera comment ils ont repris ces données, qu'ils les ont complétées pour avoir un éco-score, porter une information climat sur ce qu'on mange. Et on voit bien qu'ici, entre une entrecôte de bœuf qui émet quasiment 45 kg de CO2 équivalent pour 1 kg consommé, à l'inverse, vous avez dans l'extrême inverse un risotto de légumes qui serait autour de 1 kg de CO2 équivalent. Donc on voit déjà qu'on peut, si on prend les deux extrêmes, on peut avoir des rapports de 40 voire 45, c'est quand même extrêmement fort. Et surtout derrière, on se rend compte que porter cette information, ça a du sens, au sens où les mentalités évoluent. Et à droite, vous avez un schéma du CREDOC, c'est un institut de suivi de la consommation, je ne maîtrise pas l'acronyme exact, mais on voit qu'il y a une baisse de la consommation de viande depuis maintenant 10 ans, une baisse de 12%. Donc, vous avez sur la partie gauche la quantité moyenne journalière, donc évidemment le gramme par jour qui diminue, puis sur la droite, vous avez le nombre d'actes, passant de quasi 12 à 10, donc ça fait 2 actes de moins par semaine de consommation de viande. Donc c'est quand même, voilà, plus on parle de ça, plus on porte la donnée climat au grand public, plus ça a une influence. Et une dernière chose,
Je vais essayer de résumer les enjeux, donc peut-être que d'ailleurs tout le monde aura d'autres visions, d'autres témoignages. En tout cas, ça c'est là le but n'est pas de retenir les phrases exactement, mais c'est sorti du dernier rapport de France Stratégie sur le fait, la finalité du système agricole, et donc je vais citer exactement ce qui est écrit. Sans changement systémique de notre modèle alimentaire, cette croissance mondiale de la population, donc ça c'est une hypothèse qui est déjà peut-être discutable, notamment du fait de la consommation croissante de viande, fera bondir les émissions de gaz à effet de serre liées à la production alimentaire de 30 à 80%. Donc ça, potentiellement, ça pose de très nombreuses questions. Ça pose la question des poursuites des habitudes alimentaires et, dans le cas ici, de la part de l'élevage, évidemment, dans l'agriculture. Et enfin, le corollaire de la production alimentaire qui on considérait être l'amont, c'est l'aval. L'aval, c'est nous qui consommons, c'est nos pratiques alimentaires. Et la question qui se pose, et là aussi c'est encore une phrase citée du rapport de France Stratégie, c'est de dire que la transition vers des régimes comportant plus d'aliments d'origine végétale pourrait faire baisser, alors évidemment, le taux de mortalité de 6 à 10%, c'est très intéressant, mais ce n'est pas ce qui nous concerne ici, et réduire les émissions de GES alimentaires de 29 à 70%, et surtout c'est très important, tout en garantissant une sécurité alimentaire. Donc on voit qu'une transition alimentaire mondiale serait bénéfique à la santé et à l'environnement, et sur la droite, je vous ai mis justement des scénarios, donc c'est un peu flou, excusez-moi, mais en tout cas c'est des scénarios d'émissions d'émissions à l'échelle mondiale du secteur agricole. Vous avez à gauche la poursuite d'un régime tel qu'il est en ce moment, et ensuite vous avez un régime, ce qu'ils appellent flexitarien, c'est-à-dire avec une consommation de chair animale à la fois poisson et viande qui est très réduite. Après, vous avez un modèle plutôt piscicole, c'est-à-dire plus de chair animale et que du poisson. Et après, vous avez les végétariens et un régime vegan. Vegan étant que des protéines, céréales, pas de produits, enfin, pas forcément des protéines, mais pas de produits issus des animaux. Voilà. Donc voilà pour le résumé des enjeux, c'était un peu peut-être fastidieux, en tout cas je vais laisser la parole à Shafik qui va nous présenter l'éco-score, la finalité aussi, l'intérêt de cet éco-score. Merci Benjamin. Bonjour, donc, je m'appelle Shafik Ghazal. Mon métier c'est d'évaluer les impacts environnementaux des activités humaines. Ça fait 15 ans maintenant que je fais ce travail, je suis ingénieur à la base et je me suis rendu compte il y a 15 ans en travaillant dans des grands groupes industriels que le modèle vers lequel on allait n'était pas du tout soutenable, voire dangereux pour notre avenir. J'ai commencé à m'intéresser à ces sujets. Et donc j'ai cofondé un bureau d'études qui s'appelle Éco de l'Initiative. On fait partie un peu des bureaux d'études pionniers dans tous les travaux sur les bilans carbone et les émissions de gaz à effet de serre. Et on a même contribué à la création de l'ABC. Mais aujourd'hui, mon propos est de vous parler d'un nouveau projet qu'on a monté. Parce que d'un côté, c'est vrai que je suis ingénieur, consultant, donc je travaille sur commande pour un certain nombre d'acteurs, que ce soit des entreprises ou des collectivités ou l'État. Mais on s'est dit que ça n'avançait pas assez vite. Je pense que ce constat est partagé. Les enjeux sont tellement énormes, il y a une inertie, que ce soit au niveau des décisions politiques, au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des citoyens, on ne va pas se mentir. Et changer les habitudes, c'est très compliqué. Et donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener encore un outil qui puisse faire bouger les choses encore plus vite. Et l'éco-score, c'est tout simplement la même idée que l'étiquette énergie ou carbone que vous avez sur les frigos ou sur les voitures, sauf que ça s'applique à l'alimentation. Alors, donc c'est un indicateur de l'impact de l'alimentation sur l'environnement, tout simplement. C'est quelque chose de très simple à comprendre, c'est quelque chose auquel on est habitué désormais. Donc vous allez retrouver la colorimétrie ABCDE du vert au rouge, avec 5 niveaux de notation, comme le Nutri-Score. C'est une note qui est fondée scientifiquement, donc derrière cet affichage simple à comprendre, il y a toute une méthodologie, des bases de données dont je vais parler et une approche scientifique. Et ça s'applique aux produits industriels que vous pouvez acheter
dans le magasin ou à la restauration. Donc on est vraiment sur le domaine alimentaire, donc pas agricole, au niveau vraiment de ce qu'on mange. L'EcoScore, c'est aussi une initiative collective. Donc on a monté un collectif d'acteurs déjà engagés dans l'alimentation durable. Donc, vous voyez le logo ici, certains sont très connus comme l'application Yuka, le site de recettes Marmiton, mais aussi d'autres applications comme ScanUp ou Open Food Facts, le Wikipédia des produits alimentaires, et les acteurs de la restauration comme Food Cherry, Season, ou le distributeur bio La Fourche. Donc tous ces acteurs se sont réunis avec un même objectif, informer le consommateur et apporter quelque chose de nouveau sur la sensibilisation par rapport à l'impact environnemental. Donc les buts de l'EcoScore, alors d'abord un but pédagogique, c'est très important. Donc, Benjamin a présenté plein de chiffres, mais ces chiffres-là, ils sont connus des experts, ils sont dans plein de rapports, même dans les médias on en parle un peu, mais finalement au niveau des citoyens, les ordres de grandeur ne sont pas forcément retenus, ce qui est normal, hein, c'est complexe. Et donc le but de l'EcoScore, c'est de sensibiliser les consommateurs à l'impact de leur alimentation, c'est le premier objectif. C'est évidemment un outil de changement, on l'a vu sur d'autres affichages, c'est prouvé aujourd'hui, quand vous mettez en place une étiquette énergie ou CO2 simple, elle produit du changement, les gens se mettent à acheter plus les produits qui sont bien étiquetés, et les producteurs se mettent à produire moins les produits qui sont en DE. Donc ça fonctionne, ça donne une information à l'offre et à la demande qui leur permet de bouger. L'autre objectif, c'est que ce soit quelque chose qui se passe à grande échelle. Depuis des années, il y a des tentatives, des essais d'affichage environnemental, dans l'alimentation en tout cas, mais qui n'a jamais pris. Il y a eu quelques initiatives d'entreprise, mais ça s'est arrêté au stade de l'expérimentation parce que c'est coûteux et parce que c'est compliqué. Et donc, nous, notre idée, c'est de dire on va mettre quelque chose de complètement transparent, que n'importe qui peut prendre en main et utiliser, qui soit ouvert du coup, et que ce soit aussi une contribution au débat et aux réflexions, parce qu'il y a plein de gens qui bossent sur ces sujets, il y a d'autres initiatives aussi d'affichage environnemental, et notre idée n'était pas de dire on va créer un outil meilleur que tous les autres, mais au contraire amener sur la table une discussion et pousser tout le monde à réfléchir et à avancer sur le sujet. Et tout ça, on a pu le faire parce qu'on est arrivé dans le bon contexte. Les planètes se sont alignées. Bon, ça fait des années que je travaille sur l'impact carbone de l'alimentation. Ça fait 10 ans maintenant que je dis à tout mon réseau, que ce soit des entreprises ou à l'ADEME, etc., qu'il faut qu'on mette en place une étiquette CO2 sur les produits alimentaires. Mais disons que les choses n'étaient pas encore mûres à ce moment-là. Mais là, depuis quelques années, il y a une évolution très très forte de tous les acteurs autour de ces sujets, peut-être une prise de conscience, on pourrait dire, mais tout le monde a bougé. Et donc l'affichage environnemental aussi, donc c'est une des demandes de la Convention citoyenne sur le climat. Et en même temps, dans la loi AGEC, il y a la loi sur l'économie circulaire, il est prévu une expérimentation sur l'affichage environnemental, c'est quelque chose qui ne pas sur la table, il faut qu'on y aille. Et donc l'ADEME et le ministère de la Transition écologique ont lancé une expérimentation l'année dernière autour de l'affichage environnemental. Et nous, on est arrivé dans ce contexte-là très favorable avec l'EcoScore. Alors, c'est quoi l'EcoScore? J'en parle depuis tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, une méthodologie ouverte, open source, disponible. Donc, vous avez là le site sur lequel vous pouvez aller retrouver toute la manière dont on a fait les calculs, toutes les sources, etc. Donc, contrairement à plein d'autres initiatives, c'est pas une boîte noire. Donc, on peut la réutiliser, on peut aussi la critiquer. Donc, c'est un des avantages, on peut l'améliorer. Économique et qui va encore plus s'intensifier avec les aléas climatiques qui apportent eux-mêmes leur lot de complexité dans la gestion de l'agriculture. Ce qui n'a pas été évoqué aussi en termes d'enjeux, c'est le côté biodiversité. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, ce qui ressortait du dernier congrès sur la biodiversité début septembre, c'est qu'on a à peu près 68% des espèces sauvages qui ont disparu dans le monde, 20% en France.
On a 9 espèces végétales cultivées qui constituent 80% de notre alimentation aujourd'hui dans le monde. Donc on a énormément perdu en termes de biodiversité de ce qui est cultivé dans les champs pour nous nourrir. Donc c'est évidemment critique. Et donc ça re-questionne ce qu'on va effectivement mettre dans nos assiettes et la façon dont on va pouvoir retrouver de la diversité aussi au niveau de l'agriculture. Alors, tout ça pose un certain nombre d'enjeux aujourd'hui qui sont très sensibles à la fois au niveau des entreprises, au niveau des collectivités. Les collectivités s'intéressent de plus en plus à ces enjeux, s'intéressent à la reterritorialisation de l'alimentation. Nous, on les accompagne dans certains projets justement pour cela. Les enjeux au niveau des territoires, c'est déjà de pouvoir maintenir les emplois agricoles qui restent encore, et éventuellement d'en créer de nouveaux. Ça, c'est une forte attente, parce que derrière les emplois agricoles, on draine des emplois indirects, et on draine aussi des populations qui vont générer des emplois dans les écoles, dans les commerces, au niveau des communes. La question du lien social aussi, entre les agriculteurs et entre les citadins, parce qu'aujourd'hui on a un certain nombre de tensions aussi qui s'expriment entre ces différentes populations. Donc la préservation de la biodiversité, le lien entre l'agriculture et les trames vertes et bleues, c'est quelque chose sur lequel on peut agir évidemment quand on va vers des pratiques agroécologiques. La lutte contre le changement climatique, on en a parlé, et puis donc les collectivités sont très sensibles au fait de pouvoir augmenter l'autonomie alimentaire des territoires. Aujourd'hui, on est sur des taux d'à peu près 2% d'autonomie dans les principales métropoles en France, qui donc ne résistent pas évidemment en cas de choc climatique ou de choc énergétique ou de problèmes de flux comme on a connu évidemment dans la dernière année. Et enfin, un enjeu de santé publique sur ce qui est produit et sur l'impact des produits phytosanitaires, des perturbateurs endocriniens qu'on va trouver dans un certain nombre de produits et qui questionne l'ambition qu'on peut avoir sur le développement de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, en bio, on est à peu près à 8,5 de surface agricole en bio, avec une forte progression, on va dire, en pourcentage, mais ce qui veut dire quand même qu'on a 92% des surfaces agricoles qui ne sont pas en bio. Et vu comme ça, on se dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, les collectivités, elles ont beaucoup de leviers finalement à leur main. Donc, c'est un peu mon message aussi dans mon intervention là, c'est que la solution, elle va évidemment passer par toute une série d'acteurs mobilisés ensemble, des entreprises, des collectivités, des citoyens, des agriculteurs. Nous, on essaye vraiment de titiller les collectivités sur leur capacité déjà à mobiliser du foncier agricole, parce qu'il y a du foncier public aujourd'hui sur lequel on peut installer des agricultures nourricières, on peut recréer des ceintures nourricières en périphérie des agglomérations sur du foncier de toute nature. Il y a aujourd'hui beaucoup de solutions qui existent même sur d'anciennes friches où on peut faire de l'agriculture urbaine avec des techniques innovantes. Il y a un fort levier au niveau de la restauration collective. Alors, la restauration collective, c'est pas ça qui va révolutionner les pratiques agricoles. Néanmoins, ça a un fort intérêt pédagogique auprès des enfants d'une part, mais auprès aussi des familles des enfants, sur une nouvelle sensibilité à ce qu'on va mettre dans l'assiette. Et on voit que ça n'est pas toujours facile. On voit que sur la question de la végétalisation des assiettes, des repas, c'est quelque chose qui génère beaucoup de débats en fait dans la société. Là où le rôle de la collectivité peut être vraiment déterminant, c'est dans la structuration de filières locales, puisque reterritorialiser, ça veut dire recréer à des échelles beaucoup plus petites des outils industriels qui ont disparu, des silos pour stocker certains types de céréales ou de légumineuses. Ça va être des outils de transformation pour des conserveries ou des légumeries. Ça va être de recréer des abattoirs. Aujourd'hui, par exemple, en Ile-de-France, on n'a quasiment plus d'abattoirs. Et donc, quand on doit abattre les animaux, les animaux font des circuits improbables qui posent tout un tas de problématiques environnementales et de bien-être animal. Et enfin, il y a toute une série de politiques publiques aujourd'hui qui favorisent les dynamiques de plans alimentaires territoriaux dont se saisissent les collectivités à différentes échelles et qui leur permet d'avoir une stratégie vraiment cohérente qui embrasse tous les enjeux à leur niveau. Donc il y a vraiment, comme le disait Chafik, une convergence aujourd'hui d'intérêts de différents acteurs, des collectivités, des entreprises qui se questionnent autour de ça, des collectivités, des agriculteurs. On est vraiment à un moment un peu charnière où on peut se dire qu'il va se passer quelque chose et que le changement d'échelle devient vraiment possible.
différentes actions qu'on peut mener nous à notre échelle. On est une association qui existe depuis 2013 et on a en fait on veut agir en fait sur 3 leviers. On veut d'abord pouvoir faire pousser des fermes agroécologiques partout en France. Faire pousser des fermes, c'est créer des nouvelles fermes sur des fonciers publics ou privés. Mais c'est aussi pouvoir accompagner des agriculteurs déjà en place sur différents types de cultures vers ces changements pratiques. Donc il y a toute une série en fait de pratiques aujourd'hui qui sont bien connues, qui vont avoir un effet bénéfique sur les questions de biodiversité, sur les questions du climat, pour avoir une moindre pression sur les ressources naturelles, qui ont fait leurs preuves, qui sont encore trop confidentielles évidemment, qui méritent d'être partagées, d'être connues. On a besoin de développer des réseaux entre agriculteurs selon les différents types de cultures pour que ces bonnes pratiques puissent essaimer un peu partout. On agit également sur la formation. Donc on forme des personnes qui ont envie de s'installer sur des fermes agroécologiques, où on travaille avec d'autres acteurs qui font déjà de la formation pour des agriculteurs installés, pour justement pouvoir distiller un peu tous ces principes. Et enfin, on a également une action de plaidoyer et de valorisation des pratiques agricoles. Donc comment on fait rayonner, comment on propose des portraits de ferme, comment on travaille sur des référentiels qui vont rendre tout ça intelligible. Alors, le référentiel, justement, la façon dont nous, on se représente l'agroécologie, c'est pas un système de label, comme le Nutri-Score, on n'a pas l'objectif d'aller jusque-là. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir donner un outil à des agriculteurs qui permettent de se positionner sur tous les paramètres de l'agroécologie. Donc, on va trouver, en fait, dans ces paramètres, dans la partie basse, une série d'éléments qui sont plutôt d'ordre environnemental. On va questionner les pratiques sur la préservation de la biodiversité, sur la fertilité des sols, donc comment on fait pour avoir des sols qui sont naturellement productifs et qui du coup vont permettre de produire sans apport d'azote, sans apport de produits phytosanitaires. On va questionner l'empreinte carbone, effectivement, mais aussi l'usage d'autres énergies renouvelables. Et puis, quelle est la pression en fait, sur les ressources naturelles qui est liée aux pratiques de la ferme. On va également questionner la viabilité économique, et la résilience de la ferme, sur déjà la capacité de l'agriculteur à se dégager un revenu, parce que c'est bien beau de faire de l'agroécologie, mais si derrière on a des agriculteurs qui continuent à être payés 1 200 € par mois, ça ne marche pas, ça n'est pas attractif et c'est pas comme ça qu'on va créer de l'emploi dans les campagnes. On questionne les conditions de travail, parce que pareil, on voit beaucoup de porteurs de projets qui s'installent et qui sont finalement épuisés au bout de quelques années parce qu'ils travaillent, en moyenne en agriculture c'est 55 heures par semaine, 70 heures en période de pointe dans le maraîchage, et c'est évidemment quelque chose qui ne fonctionne pas sur la durée. On questionne la résilience, donc la capacité du système à résister à des chocs économiques, à des variations de prix des matières premières sur les marchés mondiaux. Donc, ce qui invite évidemment à reterritorialiser, et l'autonomie, la capacité à prendre ses propres décisions, à ne pas avoir mis le doigt dans un engrenage d'investissement lourd, de contrats longs avec des coopératives qui font au bout du bout l'agriculteur qui veut changer de pratique, et en fait, juste il ne peut plus le faire. Et on va également questionner l'impact en termes d'ancrage territorial, la capacité à nourrir en quantité suffisante son territoire avec une production diversifiée, goûtue, en agriculture biologique pour tenir compte des impacts justement des produits, la capacité à préserver aussi le goût et les terroirs, avec donc, cette question de diversité dans ce qu'on va produire, et puis la connexion, comment on est sur des fermes ouvertes, des fermes qui vont accueillir des personnes, des fermes qui vont permettre à des jeunes de venir se former également sur place, des fermes qui vont transmettre toutes ces bonnes pratiques. Donc notre but, c'est pas d'aboutir à un système à points, on va dire toi c'est bien, toi c'est pas bien. On sait qu'il n'y a aucune ferme idéale, chacune dans son territoire et chacune en fonction de ses moyens va être capable de se positionner et de chercher l'excellence sur certains paramètres. Mais on les aide en fait avec un référentiel derrière à pouvoir s'auto-évaluer et puis progresser de manière permanente. Alors, on s'appuie sur un réseau de fermes agroécologiques en France qui s'est constitué au fur et à mesure des années, dans les 7 dernières années, à travers différents programmes qu'on a pu mener. Ce sont des fermes qui fonctionnent au départ beaucoup sur du maraîchage, sur des petites surfaces. Maintenant, on travaille aussi avec des fermes qui sont dans des systèmes de polyculture,
Souvent, parce que la polyculture élevage, c'est quand même un système qui est hyper cohérent sur le plan agroécologique. Quelques fermes aussi en grande culture ou uniquement en élevage, mais qui partagent tout un peu cette vision 360 degrés de l'agroécologie, qui va donc s'intéresser aussi au fonctionnement du système agricole et du système alimentaire, et pas seulement à des pratiques techniques dans les champs. Alors, je vais vous donner quelques exemples de projets sur lesquels on intervient. La ferme de l'Envol, c'est l'une des fermes sur lesquelles on est intervenu en ingénierie de projet pour concevoir un système agroécologique cohérent. On est sur une ferme qui est située dans le sud de l'Île-de-France, sur une ancienne base aérienne. C'est un foncier public sur lequel on est en train de créer une ferme en polyculture élevage de 75 hectares sur 2 communes. On est sur le cœur des zones d'agglomération et dans une région qui est mi-agricole, mi-urbaine. C'est un projet qui émane d'une rencontre au départ entre la collectivité, Ferme d'Avenir, et des agriculteurs qui travaillaient sur des petites fermes en périphérie de l'agglo, qui commercialisaient en AMAP, et qui se sont dit l'AMAP c'est bien, mais en même temps ça nourrit finalement peu de personnes avec uniquement du légume. Une AMAP en général sur 2 hectares, elle va nourrir à peu près 50 familles, entre 50 et 100 familles. Il faut changer d'échelle, il faut travailler avec davantage d'acteurs. Et le principe en fait de cette ferme, c'était de pouvoir reproduire le principe de l'AMAP avec une commercialisation en circuit court auprès de magasins spécialisés en agriculture biologique, mais aussi avec des magasins de producteurs, un magasin à la ferme, pouvoir distribuer dans la restauration collective, pouvoir distribuer en direct chez des restaurateurs dans la région. Et donc on a mis 2 ans en fait à concevoir ce projet, à construire un modèle économique qui soit cohérent aussi entre les différents types de cultures, maraîchage, élevage, paysan boulanger qui va s'installer sur le site, des zones qui sont réservées à la biodiversité, de l'agroforesterie. On a travaillé sur la façon dont on pouvait récupérer les eaux de pluie pour avoir une moindre pression sur l'environnement. Il y a des bâtiments Amazon qui sont en proximité, dont on va pouvoir récupérer l'eau des toitures, par exemple. On a travaillé aussi sur de l'éco-construction, puisqu'on avait tout à construire en termes de bâtiments. On a fait appel à une architecte spécialisée pour à la fois éco-construire et initier des filières de matériaux biosourcés issus de ce site. Et enfin, sur le plan juridique, on a cherché à trouver un modèle qui permette aux agriculteurs de s'installer sans les emmener vers des logiques de surendettement. Et donc on a créé 2 structures juridiques, une SCOP qui rassemble les agriculteurs dans un format coopératif, qui leur permet, eux, de s'organiser entre eux, de gérer le niveau de rémunération pour chacun, et de bénéficier aussi d'une bonne protection sociale. Et à côté de cette SCOP, on a créé une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui elle va rassembler la collectivité, un collège de citoyens, donc les consommateurs directs, un collège de partenaires financiers, le collège des agriculteurs. Et en fait, c'est vraiment la SIC qui va porter la stratégie de développement de la ferme et surtout qui porte les investissements. Donc on a fait des levées de fonds pour que cette ferme puisse justement donner aux agriculteurs les meilleurs outils pour travailler, les serres, les bâtiments, etc. Et sur un projet qui va se développer dans les 5 prochaines années. Donc ça, c'est une ferme qui est, on va dire, un peu atypique dans notre écosystème, puisqu'on intervient généralement plutôt sur des fonciers beaucoup plus petits, des fermes qui sont moins complexes. On va avoir en général une production maraîchère qui est assez centrale, et en général, sur ces petites fermes, 1 ou 2 agriculteurs qui vont s'installer. Ça, c'est un premier exemple. Un autre type de programme qu'on opère très régulièrement depuis 2015, on organise des concours en ferme d'avenir, ou des concours agriculteurs d'avenir, ça peut changer de nom d'une année sur l'autre. C'est un concours qui a pour objectif de récompenser des fermes agroécologiques. Donc, le premier objectif, c'est d'apporter de l'argent pour des fermes en installation, pour des fermes qui veulent développer, par exemple, un atelier de transformation, qui veulent mettre en place de l'agri-énergie à la ferme. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est surtout de valoriser le métier d'agriculteur. C'est surtout de montrer qu'il y a des agriculteurs heureux, qui ont des projets extrêmement positifs, avec des externalités fortes pour les territoires. Et donc on les met en lumière, on fait beaucoup de bruit autour de ce concours. On documente les cas de ces agriculteurs qui s'installent.
Et c'est vraiment, ça c'est vraiment la partie qu'on souhaite mettre en place, c'est vraiment redorer le métier, donner envie à des jeunes de s'installer et montrer que ce sont des systèmes qui peuvent être performants, y compris sur le plan économique. Donc on a récompensé à peu près 80 fermes en fait depuis 2015 en distribuant 1,7 million d'euros. On travaille dans ces projets en général avec Bluebees, qui est une plateforme de financement participatif et qui permet de faire appel à la foule, au Love Money, pour accompagner ces projets soit sur du prêt, soit sur du don. Alors, autre action sur la partie formation, on accompagne des porteurs de projets au tout début de parcours, quand ils se posent la question de créer une ferme en maraîchage, une ferme sur petite surface. On les forme pour leur expliquer d'abord l'approche un peu 360 degrés de l'agroécologie, mais aussi un peu leur permettre de se poser des bonnes questions sur le modèle économique qui sera compatible avec leurs besoins, et donc quel est le système dans lequel ils peuvent s'installer. Et puis on a développé depuis 4 ans une formation qui s'appelle le compagnonnage, qui est une formation itinérante sur les fermes du réseau, donc la petite cartographie que vous avez vue tout à l'heure. Et donc les personnes vont se former par le geste sur le terrain dans des fermes qu'on a sélectionnées parce qu'elles sont particulièrement agroécologiques et parce que les agriculteurs ont vraiment envie de transmettre leurs pratiques. Donc c'est un programme dans lequel on accueille maintenant des compagnons réfugiés. Donc on a à peu près un tiers de la promo, une trentaine de personnes par an, un tiers des participants qui sont des réfugiés, qui viennent souvent en France avec déjà des compétences en agriculture et qui utilisent finalement, on utilise le support de la formation pour faciliter leur insertion professionnelle. Donc ils suivent le parcours en binôme avec des compagnons français sur le même référentiel de compétences. Ils bénéficient d'un accompagnement socio-professionnel et linguistique, parce qu'en général, ils ne parlent pas très bien français au début. Et il y a une aventure humaine qui est complètement incroyable. On a fait la session de clôture mardi. Et voilà, c'est des rencontres extrêmement fortes entre les binômes et entre les binômes et les fermes. Et on est en train de faire certifier ce programme parce qu'on a vraiment envie de pouvoir le déployer à une plus grande échelle. Et enfin, un autre exemple que je voulais citer, on commence aussi à accompagner des filières agroalimentaires sur l'accompagnement des pratiques agricoles. Donc on travaille en amont avec ces entreprises, avec des coopératives agricoles. On travaille avec des groupes d'agriculteurs pour identifier des diagnostics agricoles qui permettent de mesurer toutes ces thématiques agroécologiques. Donc on mobilise des experts sur le sol, sur le sujet du carbone, sur le sujet de la biodiversité, pour aboutir à des référentiels qui soient compréhensibles, qui ne soient pas trop longs, qui ne soient pas non plus coûteux pour les agriculteurs, et pour permettre aussi de faire le lien entre les leviers et les résultats. En fait, ce qui est un peu difficile aujourd'hui dans ces mesures, c'est qu'on sait à peu près que telle et telle pratique va être bénéfique sur le plan de la qualité des sols ou sur le plan du carbone, mais on ne sait pas forcément mesurer précisément quel est le résultat effectif en termes de séquestration de carbone, en termes de taux de matière organique, de niveau de biodiversité. Donc ce sont des démarches qui sont très itératives et qui nécessitent de mobiliser un peu toute l'intelligence collective des acteurs, et notamment des acteurs de la recherche, pour avancer sur cela. Voilà, donc l'agroécologie, ce n'est pas une solution, c'est la seule solution qui va nous permettre de relever tous les défis qui ont été posés par Benjamin tout à l'heure. C'est pas une phrase récente, c'est ce que disait déjà Olivier de Schutter il y a plus de 5 ans, c'est le rapporteur des Nations Unies sur ces questions agricoles. Et puis voilà, mon propos à moi, c'est de dire que entre les collectivités, les entreprises, les citoyens, on est tous des acteurs du changement maintenant. Et le salut sera dans la collaboration de tous ces acteurs. Ce qui, je pense, est une bonne transition pour l'intervention de Florian qui va justement évoquer une façon de mettre en lien tous ces acteurs. Merci beaucoup Sophie. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez maintenant rejoindre Sarah tout de suite, et on a besoin de monde dans les champs. Mais en tout cas, Florian, laisser la parole. Alors, je vais revenir en arrière, parce que j'ai évidemment mélangé les pinceaux. Et voilà. Merci. Si vous avez des questions encore. Merci Benjamin.
discussion que porte Ferme d'Avenir. Je ne me souvenais pas, on a eu une discussion tout à l'heure sur nos passifs avec Ferme d'Avenir, parce que j'étais agriculteur pendant 5 ans. Et j'avais accueilli Ferme d'Avenir Tour, qui était un festival itinérant sur 3 mois en France entière. Et je ne me souvenais pas que j'avais aussi un actif, c'est que j'ai été lauréat du concours de Ferme d'Avenir, Arbre d'Avenir, parce que j'avais planté un verger agroforestier. Donc merci Ferme d'Avenir pour ça. Donc voilà, moi je suis Florent Baraillon, j'ai été agriculteur pendant 5 ans dans la presse. J'ai créé aussi le Centre de développement de l'agroécologie en 2012. Donc voilà, ça fait déjà quelques années. J'ai participé aussi à créer PABV pour l'agriculture du vivant et plus récemment, en 2020, le CNR, donc le Conseil national de la résidence alimentaire. Donc mon sujet aujourd'hui, c'est de vous parler du passage à l'action. On a vu quelques actions déjà, mais comment elles s'organisent autour de territoires ou d'enjeux de sociétés, de grands groupes qui veulent réaliser cette transition alimentaire. Alors je commence souvent mes conférences par cette photo et j'aimerais vous poser la question de qu'est-ce que vous voyez visiblement, qu'est-ce que vous voyez sur ces photos. Donc là on est dans Gers, sud-ouest, orage, 20-30 mm de pluie. 2 champs séparés simplement par un chemin. Et voilà, qu'est-ce que vous voyez? Une terre sèche et une terre vivante. On a l'impression qu'il y a 2 terres différentes. Alors voilà, on a l'impression qu'il y a 2 terres qui sont différentes. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? À gauche, c'est encore gorgé d'eau, on dirait. Pardon? À gauche, c'est encore gorgé d'eau, on dirait. C'est ça. Là, ici, à gauche, on a encore l'eau partout. Et là, on n'a plus rien. Alors, comment on arrive à ce résultat-là? C'est la question qu'on peut se poser. C'est ça. À gauche, l'agriculteur, il a travaillé son sol, il a labouré, il a hercé avec l'espace rotatif, il a semé. À droite, ça fait 10 ans qu'il est en semi-direct, il a broyé ses chaudes, il a semé. Du coup, on voit bien, hein, il reste les chaudes de blé qui ont été restituées au sol, les vers de terre qui commencent à se multiplier, à manger cette matière organique, qui crée des galeries et crée de la porosité. Et du coup, l'eau, plutôt que de ruisseler dans le sol, dans la rivière puis dans la mer, eh bien, l'eau, elle s'infiltre. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est généralisé partout dans le sud-est. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller dans ce coin-là, mais vous avez des pentes comme ça, les mecs qui travaillent le sol dans le sens de la pente. Et donc, à chaque pluie, le sol, il s'en va sur les routes. Les communes, elles payent les gens là, de la collectivité pour enlever la terre sur les routes. Et voilà, il y a certains agriculteurs qui se disent il y a un truc qui ne va pas, il y a une solution qui existe, et ben je la mets en place, j'agis. Alors, quel est le lien avec la résilience alimentaire? La résilience, on me fait souvent la remarque de la résilience comme oui, alors la résilience, je vois ce que c'est, mais la résilience alimentaire, je ne vois pas tout. Vous posez peut-être la même question. La résilience, si on prend la définition bateau, c'est la capacité d'un système à revenir à l'équilibre après une perturbation. La résilience alimentaire, c'est pas tout à fait ça. Parce que la résilience alimentaire, on ne va pas demander à un système alimentaire de ne plus rien produire et puis après de revenir à son état de production initiale. Parce que si on ne produit plus rien à un moment donné, on ne peut plus rien manger. Donc c'est la capacité d'un système alimentaire à garantir l'approvisionnement en quantité et en qualité pour le consommateur. Ce qui est un petit peu différent. Voilà. Et donc, deuxième question, après la photo, par quoi ça passe, selon vous, cette résilience alimentaire? De quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de garantir pour avoir cette résilience alimentaire? Le paysan continue à avoir un revenu même en changeant d'agriculture. Ouais, garantir la pérennité économique de l'activité agricole. Ouais. La diversité. De la diversité, tout à fait. Peut-être garantir des débouchés aussi. Garantir les débouchés.
débouchés, la commercialisation, pardon, le rendement, garantir un rendement, Garantir la santé des sols. garantir le capital sol. Ouais. Peut-être par rapport à la compétitivité, parce que si on est plus cher, peut-être arriver sur le marché. Ouais, la compétitivité, donc avoir alors, soit un débouché qui nous permet d'avoir notre niche et du coup de paraître justement en compétition, ou alors d'arriver avec des produits qui restent compétitifs si on est sur un marché plus global. Tout à fait, ouais. Est-ce que vous voyez d'autres choses? On en a un petit peu parlé tout à l'heure dans l'aspect plus social des choses. Dans des gens éduqués. Ouais, la formation. Que les différents acteurs se parlent au niveau local. Pardon? Que les différents acteurs se parlent au niveau local, que ce soit les collectivités ou les producteurs, ou les coopératives. Alors, une gouvernance partagée qui permette de partager justement c'est quoi les problématiques et les solutions qu'on peut mettre en face. Non, bon. Alors, au CNRA, on a fait ce petit truc-là. En gros, il y a le premier axe, c'est la transmission. Vous l'avez vu, on en a parlé. Transmettre les exploitations. La transition agroécologique, donc permettre, face au changement climatique et à tous les dérèglements qui s'annoncent, de continuer à produire, malgré tout, avec des pratiques qui permettent justement de résister, de capter du carbone. Diversifier les productions, parce qu'on a surspécialisé un certain nombre de régions, et on voit bien les problématiques que ça peut poser dans certaines régions d'avoir tous les ports à un certain endroit. Transformer, c'est-à-dire qu'on a surspécialisé aussi des outils de transformation à certains endroits, et donc redonner du gain économique directement aux producteurs. Ça aussi c'est un enjeu, c'est-à-dire relocaliser les outils de transformation sur les exploitations agricoles, ou alors en collectif d'exploitation agricole. Et puis, travailler sur la distribution. C'est-à-dire que, voilà, des fois, on se dit, les canaux qui viennent d'Espagne, eh ben, ils consomment moins d'énergie que tous les Américains qui vont chercher leur panier. C'est des trucs qu'on entend. Et donc, il y a une nécessité aussi de travailler sur ces aspects logistiques. Puis, il y a le rôle central, que j'ai rajouté hier soir, parce que cette notion de sécurité, qui émerge de plus en plus dans l'idée de résilience alimentaire. C'est une notion qui est plus régalienne, pour le coup. Voilà, quand il n'y a plus rien, enfin, quand il y a des tensions ou des choses comme ça, les gens se précipitent sur des denrées alimentaires, sur les papiers toilettes, et donc à quel moment l'État permet de faire en sorte qu'on garantit toujours l'accès à tous des produits de première nécessité. Alors, je reviens juste sur ce chiffre-là qui est quand même assez signifiant, mais on a à peu près 420 000 agriculteurs l'année dernière en France. Dans 3 ans, il y en a 160 000 qui partent à la retraite. Pour 45 000 installations. C'est-à-dire qu'il y a un agriculteur en plus, enfin 2 qui partent, et ça c'est le bilan. C'est-à-dire que là, en 2029, la moitié des 420 000 ils sont partis à la retraite. Et on a une érosion très forte de la capacité de production, du nombre de mains qui vont faire notre agriculture et qui vont faire notre alimentation. Et ça va être quelque chose qui va nous pousser en fait à passer à l'action. On ne va pas se dire, zut alors, comment on fait, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Non, en fait, là il y a urgence. On ne peut pas continuer à se dire, on va les regarder partir à la retraite et puis bonne retraite. Non, en fait, on a besoin de continuer à passer. On a besoin de gens. Donc la question c'est quels outils pour passer à l'action. Je ne sais pas si vous avez vu aussi ces photos là, en Allemagne après les inondations, le remplissement de terrain. Voilà, pour moi c'est des choses qui sont très signifiantes. On a une agriculture, on a des... vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y avait tous ces champs qui étaient remplis d'eau, et puis là il y avait ce champ-là qui était complètement parti en plein milieu. Il y avait peut-être 20 mètres de terre qui était partie. Rappelez-vous la première photo que je vous ai montrée. En fait, il n'y a pas de magie. Hein. Le terrain, il ne part pas par magie. Il part parce qu'en fait, les sols sont complètement... ils n'arrivent pas à l'infiltration. Si l'eau s'était infiltrée, voilà, il n'y a pas de problème. Une prairie,
Quand il pleut, une prairie qui fonctionne correctement, c'est 12 mm d'eau infiltrée par heure. Donc quand vous avez un épisode sévenols avec, je sais pas, 150 mm de pluie en 24 heures, en fait, il n'y a pas de problème si vous avez que des prairies partout. Le problème, c'est imperméabiliser les sols, c'est ce surtravail du sol qui ne permet pas justement à l'eau de s'infiltrer. Donc il y a des solutions, il y a des choses qui existent, il faut passer à l'action. Alors, la question du climat, finalement, parce que c'est un sujet, là, je tourne un peu autour, il est où? En quelque sorte, il est de partout. Il est de partout, et en même temps, on a tendance justement, parce que l'agriculture représente 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, on a tendance à surmettre, selon moi. Et pourquoi je dis ça? Je vais raconter une anecdote qui est arrivée la semaine dernière. J'avais un collègue, Pierre, qui était dans le Maine-et-Loire, sur une ferme où l'INRA faisait la restitution de ses travaux sur justement les fermes avec leur bilan carbone, etc. Et la ferme sur laquelle ils étaient, ils avaient choisi de faire la restitution ici parce qu'elle était dans le top 5% des fermes qui avaient été diagnostiquées. Diagnostiquées, je ne sais pas, 200, 300. Et donc, Pierre m'a dit ah, c'est génial, ils ont montré ça, c'était super. Je lui dis ok, mais c'était quoi les pratiques de la ferme? On va avoir un peu de concret. Et il me dit les pratiques, c'était moitié des parcelles en maïs d'ensilage irrigué, l'autre partie en prairie, et les protéines, c'était du tourteau de colza qui était implanté à l'extérieur. J'ai dit, mais Pierre, t'as réfléchi 2 secondes? La moitié de l'assolement en maïs irrigué. Enfin, je sais pas, il y a quand même un changement climatique à un moment donné. L'eau, la question de l'eau, les bassines géantes dans le Poitou-Charentes, le Rhône qui va diminuer de 25% son débit en 2050. Voilà. Et après, le colza. Le colza, c'est la culture qui consomme le plus de pesticides en grande culture. Alors, on pousse un système, on montre un système comme étant un système vertueux, simplement par la mirette de ah oui, ça fait produire moins de méthane de vache. Ah ben c'est super. Par contre, ça ne prend pas en compte l'eau, ça ne prend pas en compte la biodiversité, parce qu'on a quand même du maïs hybride sur la moitié de la sol, et ça ne prend pas en compte la notion de phyto, quoi. Enfin, je sais pas. Et puis, quand on ne pourra plus produire du colza, enfin, je sais pas, enfin, voilà. Et du coup, je me dis, le climat, c'est super, prendre en compte le climat, mais il ne faudrait pas en oublier tout le reste qu'il y a autour. Et l'agriculture, c'est très, très complexe, en fait. Voilà, donc c'est prendre en fait tous les différents indicateurs pour pouvoir réfléchir correctement et pas simplement se dire c'est super, mon système il est vertueux parce qu'il dégage moins de gaz à effet de serre. Alors, si on arrive au CNRA, parce que c'est comme ça, qu'est-ce qu'on propose? Alors, pour passer à l'action, on propose 3 choses. Une première chose, c'est une méthode. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler avec l'AFNOR pour produire cette méthode, une forme de recette. C'est-à-dire quels sont les acteurs et comment quels sont les ingrédients et comment on les agence pour pouvoir passer à l'action sur les territoires. Donc étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, étape 3, on fait ça, donc une spec, c'est une prénorme, entre guillemets, qui permet aux acteurs de la filière de se saisir du sujet et de produire une prénorme. Donc dans quelques années, ça deviendra une norme. Pour l'instant, c'est les acteurs économiques qui s'agencent et qui disent voilà comment on pourrait faire. Et puis, on est en train de faire un hub de la résilience alimentaire. Donc c'est en gros une plateforme où vous allez retrouver l'ensemble des solutions et l'ensemble des success stories de la résilience alimentaire qu'on a pu faire sur le territoire. Voilà. Et alors, concrètement, si vous avez un projet, comment ça se passe? Eh bien, dans cette recette, on fait d'abord un audit général, quels sont vos besoins, quelles sont les capacités de production, de transformation, de distribution sur le territoire. Et à partir de là, eh bien, on a un framework de travail avec différentes solutions qui sont mises en fonction de la stratégie que vous avez établie avec l'audit initial. Donc, par exemple, vous voulez faire des carottes pour la resto locale,
Elior par exemple, et on va commencer par installer des fermes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de ferme maraîchère sur le territoire, dans la zone que vous avez définie, il y a 20 km pour l'agglomération. Donc on va installer une ferme. Donc ça, c'est une des solutions au CNRA, c'est le fabriquer qui installe des fermes. Ensuite, on va accompagner cette installation agricole, on va former les agriculteurs, on va coordonner le projet, ça c'est le CDA, le Centre de développement agroécologique. Ensuite, comme on n'a pas de légumiers sur place, on va installer un caisson de transformation directement sur la ferme pour faire les carottes râpées. Ça, c'est une seule ferme. Et puis ensuite, Elior me dit, bah ouais, c'est super cool, vous avez des carottes râpées, mais en fait, moi je ne peux pas vraiment les acheter, c'est compliqué, j'arrive pas, mais je ne vois pas comment je peux lier mes besoins hebdomadaires avec la production. Et donc, il y a une plateforme digitale qui permet de passer les commandes. C'est localisé. Et puis ensuite, il nous dit ok, d'accord, mais comment on fait ensuite pour les livrer? Et on dit voilà, il y a une coopérative à côté, ces camions, ils sont utilisés que la moitié de la journée, l'autre moitié de la journée. Grâce à Chemin du Mur, on va collectiviser ces camions et ils vont venir récolter les carottes râpées et les emmener directement à la Restauration. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité, c'est un exemple de projet. Et en fait, le CNRA, il fait en sorte de rendre vivant le projet. Il va venir aussi calculer des indicateurs, mesurer l'avancement sur le territoire à l'aide d'un baromètre. Ce baromètre permet vraiment d'agglomérer un ensemble d'indicateurs et de dire, vous, collectivité, ou vous, entreprise, par rapport à la stratégie que vous avez mis en place, qui avait un état initial, avec le baromètre, où est-ce que vous en êtes? Ça vous donne des indicateurs de performance. Et à la fin, le CNRA vous permet de valoriser, lors d'une journée parlementaire, par exemple, ou plus localement des journées locales de communication, de valoriser en fait vos expériences et, entre guillemets, de vous vendre à l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est un peu le passage à l'action que propose le CNRA. Voilà. Merci. Merci beaucoup Florian pour cette présentation passionnante et cette mise en avant d'un critère essentiel qui est la limite de l'analyse par un seul critère, le critère gaz à effet de serre. Donc nous-mêmes on sait la limite à l'ABC de cette analyse et qu'en effet il faut raisonner dans une multicritarité, l'eau, la biodiversité, santé des sols, l'érosion. Donc maintenant que nous sommes arrivés au bout de nos présentations, enfin des présentations de nos intervenants, je vous propose qu'on passe au temps de questions-réponses. Je vais laisser le micro à Véronique qui va vous le faire passer si vous avez des questions. J'ai une question pour monsieur Alassane. D'abord, merci à tous pour vos interventions. C'est juste une petite remarque, j'ai déjà félicitations pour l'éco-score et bravo pour votre séance. C'est juste une remarque. J'ai retenu en fait que parmi les exemples que vous avez montrés, notamment le petit pain au lait, la tortilla, avec ces produits qui contiennent des aliments d'origine animale, notamment le lait et les œufs. Et si je ne me trompe pas, dans votre barème, finalement, pour calculer l'éco-score, ça fait pour 5 points seulement le bien-être alimentaire. Bon, c'est un petit peu le bien-être animal, pardon. Donc ça en rapport finalement avec le mode d'élevage. Et ça paraît un tout petit peu faible, je me dis si on décide d'arrêter d'ailleurs. Donc en restant dans tous les discours qu'on a depuis ce matin sur les sévères, de manger de la viande aussi, et qu'on continue à consommer des aliments qui contiennent du lait, par exemple, voilà, et qui sont des A. Bon, je me demande un peu la question. Je ne sais pas si je suis claire avec ce que je dis. C'est par rapport au bien-être animal, c'est ça la présentation. Pour moi, c'est cohérent en fait, de penser à l'environnement, bien sûr, mais aussi au bien-être animal.
Alors, c'est une question très importante. Il y a eu des débats dans l'expérimentation sur la chaleur environnementale. Je fais partie aussi des groupes de travail qui réfléchissaient au niveau, au-delà de l'éco-score, c'est-à-dire au niveau de l'expérimentation menée par la DAME sur la chaleur environnementale. Et la question, par exemple, est-ce qu'on introduit des critères sociaux, économiques et sociaux, ça aussi c'est important dans l'agriculture évidemment, et est-ce qu'on introduit aussi des questions de bien-être animal, est-ce que c'est des données environnementales? Alors clairement, dans l'analyse de cycle de vie ou dans le bilan carbone, c'est pas du tout un paramètre qui est pris en compte, au même titre que d'autres paramètres manquants, y compris environnementaux comme la biodiversité. Nous, la question qu'on s'est posée aussi, c'est comment faire un affichage qui soit opérationnel. J'ai dit, le plus important, c'est que ça puisse se mettre à grande échelle. Et donc, la question du bien-être animal est évidemment un sujet très important. Et quelque part, elle est intégrée dans l'éco-score par le biais des bonus sur les labels. En fait, aujourd'hui, si vous regardez, parce que, il y a le bien-être animal, c'est-à-dire les conditions d'élevage, typiquement, c'est pas du tout les mêmes selon que ce soit un élevage intensif ou extensif, c'est évidemment pas les mêmes niveaux de souffrance animale, etc. Mais comment on le détecte? En fait, notre objectif, c'est de pouvoir le détecter. Et aujourd'hui, on ne sait pas le détecter, vous ne savez pas du tout comment a été élevée la vache qui a fait le lait ou le poulet qui a... Sauf sur les labels de qualité, qui eux ont des cahiers des charges qui vous garantissent un certain nombre de critères liés au bien-être animal. Dans le fait qu'on va valoriser dans l'éco-score le label bio, le label rouge, bleu blanc cœur, c'est pas forcément lié au bien-être animal, mais dans de l'alimentation animale. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de labels qui ont des cahiers des charges très poussés là-dessus. Et donc, d'une certaine manière, c'est intégré. Un lait bio aura une meilleure note qu'un lait non bio et indirectement valorisera des pratiques d'élevage plus vertueuses. Sur la question du lait, qui est une note A, c'était ça, je crois. Le lait, il y avait les tortillas qui sont adaptées. Alors ça, on est obligé en fait de mettre une échelle sur tous les aliments et donc effectivement aujourd'hui les méthodologies font que le lait en fait c'est constitué de beaucoup d'eau. Donc en fait ramener au kilo de lait, il a une empreinte, un impact environnemental beaucoup plus faible que le produit initial qui est celui de la viande. Et donc c'est comme ça dans les abats qu'on a aujourd'hui scientifiquement, c'est comme ça que ça se mais il n'y a pas que les, il y a plein de sujets, il y a des gens, enfin, je parlais tout à l'heure du plastique. Aujourd'hui, dans la série, le plastique a une meilleure analyse du cycle de vie, un meilleur bilan carbone que le verre ou le métal, parce que c'est beaucoup plus léger, les quantités de plastique utilisées. Donc, on a essayé de corriger ça aussi à travers la recyclabilité de l'emballage, mais bon, il demeure plein de questions où il y a encore des trous dans la raquette, des choses qui peuvent sembler. On essaie d'améliorer ces choses-là au fur et à mesure. Voilà. C'est d'ailleurs en ce sens pour la Chafik, c'est que vous avez des bouteilles plastiques pour le jus d'orange. C'est parce que sachant que c'était un usage unique, le verre a beaucoup plus d'impact. Je trouve son intérêt quand on va essayer de recycler toutes ces choses-là. Donc c'est en ce sens qu'on a, en connaissant les chiffres, décidé d'avoir quelque chose de plastique. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une petite question concernant les ordres de grandeur dans l'éco-score. J'ai par exemple en tête, on va prendre un steak de bœuf, là à peu près, si je ne me trompe pas, à 26 kg de CO2 par kilo, à côté de carottes où on est à 1,1. Et pourtant, ce qu'on va voir, c'est un score de A pour les carottes, j'imagine, et un score de E du coup pour la viande. Mais comment est-ce qu'on fait intégrer au consommateur que la différence est de plus de 26 fois plus grave, alors que lui va avoir un score entre A et E, et du coup il aura cette impression de c'est seulement 5 fois plus grave, puisqu'on a que ça marche bien, mais comment est-ce qu'on fait intégrer en fait au consommateur ces ordres de grandeur
Et cette différence avec un score qui est quand même assez simplifié. Enfin, comment est-ce qu'on intègre Oui, en fait, on s'est creusé la tête, on s'est posé beaucoup de questions. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand vous mettez un chiffre d'impact CO2 sur l'affichage, ça ne marche pas. Si vous mettez X kilogrammes de CO2 sur un papier, vous mettez le chiffre, ça ne parle pas aux gens. Et donc il faudrait que le consommateur, quand il fait ses courses, il aille regarder le chiffre de la carotte, regarder le chiffre du bœuf et qu'il le retienne. En fait, c'est trop complexe. Les gens, quand ils font leur course, quand ils choisissent leur plat, il faut que ce soit immédiat. Et donc, bon, pour le Nutri-Score, c'est pareil. Évidemment, manger une pomme ou un légume, ça va avoir un Nutri-Score A. Et prendre des chips très gras, très salés, etc., vont être en peu. Et voilà, je ne sais pas comment faire mieux que ça, mais c'est déjà le fait que ce soit en rouge, en fait, c'est déjà un indicateur très fort en rouge ou même en orange pour indiquer que l'écart est très important. Et de fait, on observe, pas sur l'EcoScore pour l'instant, mais sur d'autres affichages qui utilisent le même type d'échelle, que clairement, dès que c'est en vert, c'est considéré comme très positif, et dès que c'est en rouge, c'est considéré comme très négatif. Donc, effectivement, il n'y a pas l'ordre de grandeur, donc là, il faudrait d'autres aspects pédagogiques pour lui faire prendre conscience de ça, mais c'est déjà vraiment bien. Et le rouge a aussi un défaut, c'est qu'il est stigmatisant aussi pour un certain nombre de produits. Et donc, voilà, l'idée c'est pas de dire aux gens vous ne devez plus consommer les produits en O et en D, vous ne devez plus consommer de viande rouge, c'est pas du tout ça l'idée. Tout comme le beurre peut avoir un Nutri-Score E, l'idée c'est de dire qu'il faut en consommer moins par rapport aux autres. Donc les autres, vous pouvez y aller, c'est bon pour la santé ou pour la planète, et ceux-là, il faut en consommer moins. Donc c'est plutôt ça le message. Donc le pointer vraiment du doigt, ça c'est vraiment le mal. Bonjour, merci à tous les trois pour votre présentation. J'avais juste une petite question, c'est par rapport à l'Ecoscore aussi, la chaîne environnementale, vous avez mentionné que ça a été porté par la Convention citoyenne pour le climat. Si vous n'avez pas parlé de la loi climat, j'imagine que c'est parce que ça n'a pas été retenu dans la loi climat, ou enfin, je sais pas, c'était quoi les suites données à cet affichage environnemental? Et pour tout à l'avenir et le scénario, je voulais aussi avoir une idée du nombre de personnes en fait, qui étaient dans vos équipes. Parce que par exemple, le passage à l'échelle nationale, c'était juste pour avoir une idée, parce que ça représente un temps d'effectifs, de ressources pour cette structure. Chez Ferme-d'Avenir, on est une dizaine de personnes aujourd'hui. Après, on fait partie d'un écosystème associatif du groupe SOS qui permet de créer des interactions avec des structures qui vont être complémentaires, notamment sur les questions de pédagogie alimentaire. Il y a une structure, par exemple, comme Silver Fourchette, qui fait des programmes de pédagogie sur l'alimentation pour les seniors de qualité, avec du goût, etc. On travaille aussi avec le réseau des épiceries solidaires, RES. Donc voilà, il y a cet écosystème qui permet de faciliter un certain nombre de projets et on essaye aussi d'être connecté avec tous les acteurs de l'agroécologie. Par exemple, pour une agriculture du vivant, on parlait de Florian qui a travaillé sur d'autres types de cultures et d'autres types d'acteurs. Moi je crois que notre objectif en fait c'est pas à terme d'avoir 100 personnes chez Ferme-d'Avenir, c'est de pouvoir créer en fait un maillage de qualité avec d'autres acteurs associatifs qui vont réussir à poser pour, à terme, influer sur des politiques publiques, proposer des démarches innovantes dans les territoires, mais faire en sorte que tout ça soit repris après à des échelles beaucoup plus locales. Mon rêve, ce serait d'avoir des micro-fermes-d'Avenir dans toutes les régions de France, mais pas forcément d'être une structure qui soit vraiment très très conséquente. Au niveau du CNRA, donc il y a un peu tout type d'acteurs qui sont adhérents. Ça va de la solution numérique dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a 2 personnes pour faire tourner un site web, il faut pas avoir plus de gens. À d'autres acteurs, style la ruche Kiwi, mais ils sont un petit peu plus nombreux. Et après, ça c'est des solutions, puis après il y a les adhérents qui reçoivent en fait. Donc il y a des coopératives, des très grosses coopératives comme Oralis,
des types d'acteurs qui sont engagés. Alors après, concrètement sur le terrain, si je dois parler aussi pour ceux que je connais, c'est-à-dire le CDA, l'entreprise que je dirige, on était 5 au mois de juin l'année dernière, et là cette année, maintenant on est 22. Donc il y a une vraie progression aussi, parce que voilà, il y a de plus en plus d'activités, et le but du jeu, c'est aussi de pouvoir accompagner le maximum de personnes. Donc on est un écosystème de start-up. Donc voilà, c'est des petites entreprises qui débutent et qui grossissent au fur et à mesure que les projets arrivent. Donc la question sur la convention citoyenne, l'expérimentation de la chaîne environnementale fait partie de la loi AGEC, donc l'économie circulaire. Donc c'était avant la convention citoyenne. Et la convention citoyenne avait une proposition pour créer un score CO2, c'était sur le climat, un climat score. Et en fait, il y a eu une loi suite à la convention citoyenne, la loi climat, qui a repris les propositions de la convention citoyenne, mais avec beaucoup d'édulcoration, de changements, etc. Mais il y a dans cette loi quelque chose sur la chaîne environnementale qui est prévu. Mais plutôt sous forme d'expérimentation pendant 5 ans. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a aussi un article dans cette loi concernant le fait de mettre en place la chaîne environnementale. Nous, ça c'est l'aspect législatif dans les deux cas. Nous, on essaie d'apporter quelque chose d'initiative, on va dire, du terrain, privé, non lié aux politiques, mais qui vient un peu obliger quelque part le législateur à aller plus loin. Il va y avoir des décrets derrière, il va y avoir des gouvernements qui vont devoir se positionner. Et donc, quelque part, l'éco-score vient un peu jouer ce rôle de dire, écoutez, si vous ne le faites pas, on va le faire nous. Donc, nous, c'est comme ça qu'on s'est positionné. Oui, je suis là. Vous êtes deux. Bonjour, merci à vous pour cette présentation. Alors moi, ce serait peut-être plus pour faire l'avenir, parce que pour avoir fait souvent des conférences comme ça sur l'agriculture, c'est souvent qu'on parle de gens, voilà, puis des citadins qui se lancent, du coup qui décident aussi de se former en agroagriculture. Et en fait, je me disais, en France, on a quand même déjà un vivier assez important d'agriculteurs, et qui ont des grosses exploitations, qui est un peu le problème qui est arrivé, c'est des gens qui ont des grosses exploitations et qui finalement ont légalisé. Comment aujourd'hui vous travaillez justement avec eux, parce que je pense que c'est à cette échelle-là qu'on peut avoir un impact, parce qu'en fait, on peut se rapprocher des territoires, des choses plus locales, réduire justement tous ces gros trucs qu'on a créés. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi les solutions, parce qu'eux-mêmes sont embarqués dans des systèmes voilà, où en fait ils reçoivent des subventions, des choses comme ça. C'est beaucoup plus complexe économiquement que juste en fait voilà, créer cette petite structure et aujourd'hui revendre à la bouche et des choses comme ça et tout. Mais ça représente, je suppose, qu'on a une valeur active dans le personnage. Et aujourd'hui, je me dis en fait, c'est vraiment le sujet, c'est tous ces agriculteurs au niveau européen qui ont reçu des subventions et qui vivent finalement aujourd'hui très peu de ce qu'ils créent. Et on parle aussi de répartition de l'alimentation en Europe, dans le monde. Les chiffres d'exportation que vous avez montrés sont monstrueux. Moi, j'ai été en Nouvelle-Zélande, les prix étaient monstrueux à l'époque parce qu'en fait, le pays préférait exporter parce que ça leur apporte plus d'argent. Je pense que c'est aussi cette problématique qu'il faut essayer de construire. Et j'arrive pas à voir moi dans l'Europe qu'est-ce que réellement qui est fait pour essayer de sortir des systèmes qui est avantageux pour personne, ni pour les consommateurs, ni pour personne. En fait, effectivement, l'effet transformatif, il sera moins dans l'installation de petites fermes maraîchères bio autour des agglos que de transformer les grandes parcelles qui existent aujourd'hui. Donc il y a un peu deux options possibles, enfin peut-être plus que ça, mais j'en vois deux. La première, c'est de permettre à des agriculteurs qui ont des grandes parcelles de pouvoir mettre à disposition
déjà, sans forcément vendre déjà, mais mettre à disposition en location des bouts de leur parcelle à des jeunes qui veulent s'installer. Et c'est plutôt des choses qui sont bien accueillies quand même, parce que les surfaces nécessaires ne sont pas forcément gigantesques. Donc quelqu'un qui va avoir 100 hectares, qui va mettre 2 hectares à dispo pour quelqu'un qui veut s'installer en maraîchage, ça fait sens. Ça fait sens économique. Ça ne doit pas être un gros enjeu pour l'agriculteur qui a cette grande surface, mais ça apporte bien des avantages pour le territoire, et ça permet déjà de commencer à mutualiser du matériel agricole, par exemple. Commencer à créer un peu de l'interaction humaine entre des jeunes qui vont s'installer et un ancien agriculteur. Et il y a aussi ce fort levier qu'évoquait Florian sur la transmission des fermes, parce que ça c'est une opportunité gigantesque là. C'est des départ en retraite des agriculteurs, ça veut dire que ça va libérer du foncier. Donc, si on n'a pas de projet agroécologique à proposer, c'est du foncier qui va être racheté par les voisins pour des fermes plus grandes. Si on arrive à proposer des projets qui sont enthousiasmants, avec des projets donc, en agroécologie, la diversification, remettre de la polyculture élevage là où il n'y en a plus, inventer des nouveaux systèmes de coopératifs entre agriculteurs pour limiter cette pression sur l'achat du foncier, sur l'achat du matériel, c'est ce qu'on a vraiment envie de faire sur la ferme Caravol. Il faut inventer des nouveaux modèles juridiques, montrer que ça marche, pour que ces grandes parcelles qui sont en transmission puissent arriver aux bons endroits. Après, l'installation collective, ça pose aussi d'autres problèmes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent s'installer dans des projets collectifs avec un fort maillage, avec des gouvernances partagées. C'est pas si simple en fait au quotidien à vivre. Ça nécessite souvent un accompagnement extérieur pour que les règles soient bien posées. Après, on peut aussi s'associer en étant aussi chacun dans des structures juridiques différentes. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une opportunité qui se passe maintenant avec ces départs en retraite sur ces grands fonciers. Juste, je réponds aussi avec votre casquette de CDA, c'est le développement de l'agroécologie. Pourquoi on est 22 aujourd'hui et on était 5 il y a un an? C'est aussi parce que justement on travaille pour des grands groupes. Donc voilà, le passage à l'échelle de l'agroécologie se fait aussi parce que ces grands groupes ont pris conscience que l'approvisionnement, justement, il pouvait être mis en danger et qu'il fallait adapter les productions au changement climatique. Donc il y a là, depuis, on va dire, 2 ans, grosso modo, il y a une vraie prise de conscience entre les gels, les grêles, les sécheresses, les feux de pluie, machin. Donc là, aujourd'hui, nos clients, c'est Danone, par exemple, avec qui on accompagne les producteurs qui font du lait, qui font aussi autre chose, qui font des fruits, par exemple, chez des propriétaires. On accompagne Andros, on accompagne Blueway, sur des fruits aussi, qui est le premier émetteur en marché de fruits en France. Gros acteur. On accompagne Pernod-Ricard. Pernod-Ricard, c'est 2 exploitations en France, avec 600 hectares en tout. Donc voilà, quand on agit avec eux, on agit sur des grandes surfaces. On travaille aussi pour LVMH. LVMH est un programme de régénération de 3 millions d'hectares dans le monde. Donc voilà, quand on commence à travailler avec ce genre d'acteur-là, on sait qu'on va travailler sur du long terme, sur plein de productions différentes, parce que c'est à la fois les spiritueux, c'est à la fois le coton, le cuir et les plantes à parfum, donc vraiment il y a de quoi faire. Et donc voilà, c'est tous ces acteurs-là qui font qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de fond qui se crée. Donc ça, c'est les grandes entreprises de l'agroalimentaire en gros. Et puis à côté de ça, il y a aussi tous les fonds d'investissement. Il y a une ruée sur les terres agricoles, parce que voilà, on sait que demain, ça va être tendu là-dessus. Et donc les fonds d'investissement, ils placent ils achètent leur petit joujou pour demain. Et par contre, il y a quand même une volonté de ces fonds d'investissement de faire en sorte que ça puisse produire correctement dans une planète qui change. Que ce ne soit pas perdu, cet investissement. Et donc on accompagne ces fonds d'investissement-là à monter des fermes agroécologiques sur des grandes surfaces. C'est plusieurs milliers d'hectares chaque année qui sont achetés en Europe pour pouvoir construire dans les secteurs. Voilà. Nous, on a pris parti au CDA d'agir auprès de tous les acteurs agricoles. On accompagne des marchés qui ont 3 500 mètres carrés, on accompagne des collectifs agricoles comme ça.
et on accompagne des très grosses fermes sur plusieurs milliers d'hectares. Et du coup, excusez-moi, ma question a presque trouvé sa réponse, mais Sophie, pour votre terre, pour votre ferme, pardon, qui est basée sur une ancienne base aérienne militaire, est-ce que dans ce cas-là, c'est l'État qui prête gracieusement le terrain ou comment ça se passe? Cette base aérienne, elle a été cédée à la collectivité il y a 5 ans, malheureusement, et le foncier reste un foncier privé. Il y a un bail amphithéotique entre la collectivité et la SCOP qui reste des agriculteurs. Donc les agriculteurs louent les terres à la collectivité. Donc il n'y a pas de vente en fait, du terrain, ça reste un terrain public. Et à ce jour, sur le développement de cette ferme-là, on n'a pas de financement public. C'est-à-dire qu'on a mobilisé du financement d'acteurs privés, de restaurateurs, de personnes privées qui veulent investir dans tous les projets qui fait sens. Quelques entreprises, mais on n'a pas encore, sur un projet pourtant d'intérêt général, de financement public. Oui, bonjour. Je reviens un peu sur cette histoire que j'ai entendue. J'étais curieuse tout à l'heure quand vous parliez de votre cycle qui réunit un collège d'investisseurs, de financeurs, et justement vous mettre la nature de ces investissements. Donc là, vous répondez, c'est des restaurateurs, des particuliers, c'est ça, c'est je comprends bien. Alors en fait, il y a une partie des personnes qui sont dans les AMAP, qui peuvent financer, mais qui financent en réalité une petite partie de la ferme. On va faire une levée de fonds avec du prêt participatif dans les prochains mois. Mais sinon, on a donc essentiellement du financement privé d'acteurs, donc restaurateurs, start-up en lien avec l'agriculture et l'alimentation, et du prêt bancaire aussi. D'accord, des choses encore assez micro. Exactement. Et toujours dans cette idée de comment on finance tout ça, en fait, juste pour dire d'où émerge ma question, je suis résidente d'une petite famille, donc il y a un petit famille qui s'en faisait vraiment très élevée, et puis des gens beaucoup moins. Et ces dernières années, dans une perspective de préoccupation écologique, j'ai redistribué ma consommation personnelle pour valoriser le bio, le zéro déchet, le local. Mais ça a aussi beaucoup redistribué mon budget alimentation. Et c'est un choix que je peux faire personnellement, mais je vois bien que c'est pas forcément évident pour mes voisins. Et j'aimerais juste être rassurée sur le fait que l'agroécologie, ça ne va pas être quelque chose de réservé aux riches. Et voilà, c'est l'inquiétude. Moi, je pense que la solution, elle va venir, en fait, le surcoût que ça peut générer ne doit pas être porté uniquement par le consommateur. C'est pour ça que c'est important d'organiser des politiques publiques aussi autour de ça, pour que le surcoût qui peut venir au moins au départ sur l'investissement dans de nouvelles machines, l'investissement dans les infrastructures écologiques, voilà, il y a moyen d'orienter des politiques publiques en soutien de ça. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs dans le plan de relance, par exemple, il y a du financement pour l'agroforesterie, pour la plantation de haies. C'est plutôt déjà des consignes qui sont envoyées. C'est évidemment pas suffisant par rapport aux besoins de développement de l'agroforesterie, mais c'est déjà quelque chose. Après, il y a aussi par apprendre par les acteurs intermédiaires, sur les acteurs de la distribution, les acteurs de la transformation, sur le soutien que peuvent faire aux pratiques agricoles. Et puis effectivement, il y a une question de redistribution de revenus par rapport à des achats vitaux, ceux qui le sont. Et on n'aura pas non plus, je pense, de transformation si on continue à vouloir manger bien, sainement et super pratique, et qu'au final, on continue à payer si peu cher notre alimentation. Ouais, c'est une question très intéressante que vous posez. Est-ce que l'alimentation durable, entre guillemets, est réservée aux riches? On a fait une étude avec le WWF qui a démontré qu'on pouvait manger une alimentation bas carbone avec plus de 50% de produits bio, agroécologiques, labels de qualité, au même coût, au même prix que le budget actuel, mais ça suppose, ce dont on a parlé depuis le début, un changement de ce qu'on met dans notre assiette. Ce qui coûte cher dans notre alimentation aujourd'hui, c'est évidemment, ça tombe bien, la viande,
cuisine, avec des produits bruts, bio, de qualité, locaux, etc. Et donc en fait, il faut vraiment, alors ça demande un changement d'habitude alimentaire, évidemment, mais si on consomme moins de produits animaux, moins de produits industriels, on se remet un peu plus à cuisiner, on peut tout à fait intégrer beaucoup plus de produits d'agroécologie, des produits locaux, qui coûtent plus cher, effectivement, mais qui sont de meilleure qualité, qui sont meilleurs même pour notre santé, et au même budget. Donc c'est possible, ça demande effectivement un effort de changement, c'est ce qui est plus difficile, mais c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, dans les cantines scolaires, ceux qui arrivent à faire du 100% bio, c'est par ça qu'ils y arrivent. Au même prix que le repas, qui est déjà très bas, c'est parce qu'ils changent, ils diminuent les quantités de viande, ils diminuent la fréquence des repas viande, ils mettent plus de céréales, plus de légumineuses, plus de légumes bio, mais ils arrivent à garder le même goût. Mais voilà, ça demande un changement d'assiette. On ne peut pas continuer à... C'est comme pour les voitures, voilà, on ne peut pas juste prendre des voitures électriques et continuer à avoir beaucoup de voitures, ça ne marchera pas, parce qu'il faudra les produire également, il faut qu'on réduise notre consommation, un certain nombre de choses. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce petit déjeuner. J'ai quand même une dernière question qui nous avait été posée dans le chat et que j'ai reformulé un peu. C'est en fait toute cette question-là de se dire il faut changer, machin, c'est comment on donne envie de changer et à quelle part de votre activité, entre guillemets, où est-ce que vous essayez de vous concentrer là-dessus, d'aller vers ça, c'est comment on incite, comment on invente des nouveaux récits. Donc à la fois pour dire changer son alimentation chez l'agriculteur entre un viandard et un vegan. Comment on fait passer ça pour quelque chose qui n'est pas le mal absolu? Comment on réduit la tension entre urbain, et je crois que c'est Sophie, c'est toi qui l'a dit, entre urbain et campagne, entre guillemets. J'en prends pour exemple, pendant la campagne des écologistes, la première écologiste, il y avait un débat sur l'idée entre Sandrine Rousseau et un agriculteur, un éleveur. Donc, ça a été assez poli dans la reconstruction de l'idée. Pour ceux qui sont sur Twitter, ça a été un massacre derrière, entre l'un et l'autre. Donc on sent vraiment qu'il y a une tension, et comment aussi, au vu de cette chute d'emploi agricole, comment on prend le relais et comment on donne envie, donc on va dire évidemment à des urbains, parce que c'est quand même là où se trouve maintenant la majorité des gens dans notre plateau. Donc quelle part vous essayez de donner au récit, parce que là j'ai vu que tu présentais un rapport, moi je l'ai lu, les rapports ça m'intéresse, soyons honnêtes, ça n'intéresse pas vraiment, on est plus pour le climat, et ça 3000 pages de rapport du GIEC, c'est un peu chiant. Donc comment est-ce que vous essayez justement, donc il y avait ce concours là, vous avez parlé, mais est-ce que aussi vous essayez de travailler avec d'autres structures, et nous, maintenant on commence à la baisser, à parler au grand public, avant on était très technique, on parlait aux entreprises, et bien maintenant on se rend compte qu'il faut donner envie, il faut apporter un récit autre que simplement chiffrer, montrer, donc comment vous essayez vous de faire ça, je pense qu'on peut essayer de conclure là-dessus. Si je te laisse la parole rapidement. Je vais faire une première réponse, mais nous, on s'adresse plus directement aux consommateurs, c'est-à-dire que justement pas éparpiller nos cibles, c'est surtout, si on s'adresse au grand public, c'est plutôt pour dire que être heureux dans un métier agricole, c'est possible. On a des exemples, on en a plein dans le réseau des fermes d'avenir. On leur explique justement à travers les formations courtes ou à travers des documents qu'on produit on leur donne les clés en fait justement pour s'installer sans les envoyer au casse-pipe, parce qu'il y a ça aussi, il y a beaucoup de rêves derrière le métier de l'agriculture, il y a beaucoup de reportages hyper jolis et bucoliques sur des personnes qui s'est reconverties. En réalité, c'est quand même assez complexe derrière sur des considérations techniques, commercialisation, sur des postures à avoir. Un agriculteur, c'est un chef d'entreprise, c'est un métier qui est complexe. Donc on explique que c'est possible, mais que c'est pas si simple. Et ça, c'est vraiment important aussi de donner vraiment toutes ces clés-là. Après, on communique aussi plus largement au niveau du grand public, mais moi je considère que c'est pas notre rôle directement. C'est déjà, je pense, un bon challenge de donner envie à des personnes de venir s'installer dans ces métiers-là dans de bonnes conditions. Merci. Très bonne question, Benjamin. Je pense que tu n'as pas invité les bonnes personnes pour répondre à cette question. On est plutôt effectivement dans l'action de terrain. Donc c'était rigolo la réponse que vous avez faite tout à l'heure. Il y avait le côté plus politique, le côté plus individuel, et puis en fait, nous, on
plutôt dans l'action auprès du terrain des agriculteurs. Et il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire que nous, on a notre rôle. Notre rôle, c'est de développer tout ce dont on a parlé ce matin sur le terrain. Pas forcément de communiquer au plus grand nombre ce qu'on fait. Alors peut-être qu'on le fera un jour, quand on aura converti, je sais pas, 200 000 hectares en France en agroécologie, on pourra peut-être faire une grande campagne de communication financée par le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture nous ignore cordialement. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de prise en compte politique des actions de terrain qui sont réalisées. Si je peux revenir sur la transmission et l'exploitation, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les discours. Julien de Normandie le répète, voilà, c'est son truc de code. Mais en fait, en réalité, il y a aucune action sur le terrain. Et donc il y a vraiment cette dissonance entre les discours et des capacités à faire. Et donc, nous, c'est pas notre rôle, en fait, tout simplement de faire cette communication. Nous, on fait l'action sur le terrain. Moi, je dirais que c'est déjà le récit positif autour de l'alimentation durable, il est déjà là. On le voit, par exemple, dans l'essor du bio. Enfin, je veux dire, il y a une appétence énorme des gens pour le bio, pour le local également, pour tout ce qui est produit localement. Je pense qu'il y a un retour et une envie de se reconnecter à une alimentation quelque part plus réelle. Enfin, voilà, on a eu les années, on a mangé de l'industriel, étouffé, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le récit positif autour de ça, il est déjà présent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Effectivement, c'est pas nous. Il y a des chefs qui créent l'envie de manger ce genre de produits. Il y a des influenceurs, il y a des gens dont le métier de donner envie. Il y a des gens qui écrivent il y a plein de bouquins qui sortent sur manger plus local, de saison, végétarien, etc. Et donc tout ça aujourd'hui est là. Je pense que effectivement on est mieux à même à répondre à ça, c'est pas notre cœur de métier, mais même si je pense que nous ce qu'on apporte c'est des solutions, effectivement, mais le récit positif, il faut juste le reprendre. Mais il est là, c'est évident qu'on a plus envie d'aller au marché que d'aller dans un hypermarché faire ses courses. On a plus envie de voir une belle tomate de pleine saison chez le producteur qui l'a faite, plutôt que de l'acheter dans un supermarché emballé dans des plastiques. Donc tout ça est déjà la preuve des amas. Voilà, il y a plein de choses qui sont déjà présentes. Et le regain d'envie de cuisiner. Voilà, je pense que c'est ça l'existence, pour redonner, c'est reconnecter notre alimentation à ces choses-là basiques. Merci beaucoup, merci à tous. Vous êtes à la on va essayer de répondre assez vite. Et après, je vais vous faire prendre un café. Et les donatrices pour éviter le gaspillage alimentaire. Voilà. Donc, je suis désolée pour cette question tardive. Mais je voulais une question surtout pour l'éco-score. Si je sais que c'est un peu laissé à chacun de vouloir appliquer l'éco-score, mais est-ce que vous faites aussi davantage de travail au niveau européen pour essayer de mettre en place ça au niveau européen, et également s'il y a si les subventions agricoles peuvent être davantage liées à cela et au fait de plus avoir une agriculture éco-responsable et Donc, très rapidement, comme je vous l'ai dit, nous, le positionnement qu'on a pris, c'est d'être un peu un poil à gratter et d'amener quelque chose qui se diffuse positivement, pas comme un virus, mais voilà, qui puisse vraiment être pris. Et donc, là, aujourd'hui, il y a des acteurs au niveau européen qui le prennent. Il y en a qui ont envie d'aller voir au niveau politique, de pousser. Nous, déjà, on le fait au niveau national. On a des contacts, on a participé à l'expérimentation, on a pesé là-dessus. Et au niveau européen, ça se fera pour l'instant, on n'a pas les capacités d'aller travailler ou de faire le lobbying auprès de la commission là-dessus.
clair que, bon, après, sur comment ça va se passer, c'est une autre affaire. Mais non, nous, on va en tout cas chercher les acteurs dans d'autres pays pour le mettre en place. Et c'est comme ça qu'on pense qu'on pourra poser au-delà. Merci à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre à manger, à boire. Voilà. Et rencontrez chez vous nos amis et aux collègues. Merci à vous, merci à tous et merci surtout à nos trois intervenants.